something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Audition libre avec ma belle équipe autour de moi une fois encore. Allez, bonjour Mathieu Arnal. Bonjour Bénédicte Soula. Qu'aucun virus n'a réussi à atteindre encore, c'est incroyable. Comme quoi. Alors c'est vers moi qu'ils vont. Bien. Je vais encore pendant quelques temps l'appeler le petit nouveau, il ne m'en voudra pas. Bienvenue à Régis Darro. Merci, bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors cette semaine Régis, le coup de cœur va nous amener à... La cave poésie avec Cellules Gémellaires en spectacle de Nicolas Lenné. Parfait, très bien. Et bonjour enfin notre atout jeunesse dans cette émission, mademoiselle Anna Van Ryn. Et bonjour à tous. Elle proposera donc son agenda. Oui, toujours. Bien. Très éclectique cette semaine. Ah bon, parfait, Oui. on a hâte. C'est Francky Guéret qui réalise à la technique cette émission. Bonjour et merci Francky. Et puis il y a Rémi Souloumia que vous connaissez qui lui va s'occuper de la vidéo. Maintenant, il est temps de vous présenter nos invités. Deux hommes, des vrais. Les molles. Ça, Je sais pas ce qu'il me prend, mais j'avais envie de dire ça. là. Viril mais correct comme. Et compositeur, musicien, metteur en scène. On ne le présente plus, c'est une de nos fiertés régionales. Bonjour, Gilles Ramad. Bonjour. L'autre, on ne présente plus non plus, je crois. Vous l'avez connu, rugbyman, mais ça c'était avant, comme dirait l'autre. Depuis plusieurs années maintenant, il est chanteur lyrique, baryton exactement. Son parcours ne laissera jamais de nous surprendre. Bonjour Omar Hassan. Bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Alors ensemble, ils viennent nous parler de Chuck, la dernière création de Figaro & Co, la compagnie de Gilles Ramad. Alors Gilles et Omar, bien que vous soyez tous les deux, je l'ai dit, très impressionnants, vous comparaissez quand même en audition libre. audition libre, interview. Mathieu Arnal. 4 boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box. Le Oh mon 24 Dieu. mars 1975. Quelle horreur! Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était l'imitation. Bon, vous allez casser mon esprit là. Je disais donc le 24 mars 1975. Bénédicte Soula n'était pas encore de ce monde, c'est dire si ça remonte. Ouais, Moi, presque. À Cleveland, au Richfield Stadium. Claude Nougaro ne s'y produit pas, mais il y a 2 boxeurs qui sont dans un état proche de l'Ohio. Un inconnu ou quasi inconnu, Chuck Wepner et la star des rings Mohamed Ali. Après un combat dantesque, c'est pas drôle, le premier s'incline de justesse à la fin du 15e round sous les yeux d'un certain Sylvester Stallone qui lui inspirera le personnage de Rocky Balboa. Une petite imitation peut-être? Rien. Bien. Et c'est ça tout sans vrai. Gilles Ramat, qui vous inspirait également pour donc raconter Chuck, qui se joue au théâtre musical de Pibrac demain soir et samedi soir à 20h30. Alors Gilles, comment vous êtes venu à vous intéresser à cet homme et à son histoire? En fait, c'est Omar qui m'a donné envie d'écrire Chuck. Ah. Là, j'ai fait d'habitude, on venait écrire une histoire, puis on fait un casting. Là, j'avais mon casting et je me suis dit, tiens, je vais écrire l'histoire sur mon casting. Disons qu'Omar, Ali, c'est tout ce qu'il me fallait pour ce personnage. Déjà, il a un petit peu la gueule de Stallone. Un quand peu, même. c'est vrai. Mais vraiment, je trouve qu'il a un peu la gueule de Enfin, en Stallone. mieux quand même. Oui, Omar est mieux. Et puis, il a une plus belle voix aussi. Et bon, il était sportif. Comment dit-on Adrien en espagnol? Adrien en espagnol. Adriana. Je sais Adriana. pas, Adriana. Adrian. Non, mais en Adrian. anglais, parce que nous, on regardait tous les films sous-titrés. Ah oui. Avec un VO, oui. Voilà. Et en fait, c'est Rocky. Moi, c'est un film qui a marqué ma jeunesse, comme beaucoup d'entre nous. Et puis, j'ai eu envie de regarder un peu l'histoire. Et finalement, l'histoire m'a vraiment intéressé parce que ce type, Chuck Wepner, Stallone en a fait un loser. Il en a fait un type qui fait une sorte de personnage hollywoodien, alors que c'est bien plus complexe que ça. Et je me suis aussi intéressé au milieu de la boxe des années 50, 60, 70, qui est quand même un milieu, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est un milieu hyper mafioso. Les combats sont truqués. Enfin, il y a des histoires incroyables. Enfin, je veux dire, Donc il y a vraiment matière. il y a vraiment matière, parce que c'est des sommes d'argent colossales qui sont mises en jeu, des paris faussés, enfin bon. On avait donné, je crois, 25 000 $ pour que Wepner s'entraîne et affronte Mohamed Ali. Oui, c'est ça, c'est la première fois de sa vie d'ailleurs qu'il était... Mais par contre, c'était pas du tout un loser, il était dans les 10 meilleurs boxeurs mondiaux, Wepner. Mais par contre, il n'était pas casting à l'époque, Voilà. parce qu'il était un ancien Marines, on sortait de la guerre du Vietnam, c'était pas bien vu d'être Marines, il était blanc, alors que les boxeurs, la mode, c'était d'être Oui, noir. Mohamed Ali, Joe Frazier. Voilà, donc il y avait tout
tout ça. Et donc Don King, qui est quand même un personnage dantesque, c'est même c'est le Balkany de la boxe, quoi, Don King. Quoi. Ce mec. Lui aussi, il a perdu 35 kilos. Tout le monde sait que c'est un escroc et qu'il continue à aller sur un ring avec son petit drapeau américain en souriant, voilà. Et Don King s'est dit, il faut faire un combat pour faire du pognon. Donc on va prendre un type en disant que c'est un loser, un blanc, et Ali va le mettre KO au bout de 5-6 rounds. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Et c'est vrai que ce combat, en fait, ce que je raconte un petit peu dans cette histoire, c'est comment est-ce qu'on peut sortir vainqueur d'un combat qu'on a perdu. C'est un peu le cas. Est-ce que vous avez vu Outsider, le film biographique de Philippe Fardeau sur Wepner, sorti en 2016 Vous êtes un petit peu inspiré Pas du tout. Scène, ou pas du tout Non, parce que ce genre de choses, je les vois après. J'ai vu beaucoup de combats de boxe, j'ai lu beaucoup de livres sur la boxe pour m'inspirer un peu de l'humeur. Mais après, bon, les films sur ce sujet, non, je préférais attendre et les regarder après. Donc, il y a un film que je vous recommande, que j'ai vu, qui s'appelle Requiem for a Heavyweight, qui est un film absolument magnifique, avec Anthony Quinn dedans, qui peint le milieu de la boxe de façon magique. Mais d'ailleurs, c'était le film préféré de Webner qu'il regardait en boucle. Donc c'est beaucoup inspiré de ça. Vous vous souvenez du réalisateur, non ? Je me souviens plus du réalisateur, non. Bon, c'est pas grave. On ira à Wikipédia. Ce n'est pas grave, on Google les Il y a Anthony Quinn. Et puis qui est comme acteur ? Tu le dis par cœur sur scène. Mickey Rooney. Voilà. Ah, Mickey Rooney. C'est un vieux film alors. Voilà. Hein non, c'est un vieux film. Ouais, un vieux film blanc, mais qui est absolument Parce que moi, comme dit Mickey Rooney, je vois déjà le vieux film. Non, mais ouais. Non, il y a The Wrestler, qui est pas si vieux que ça. Il joue le rôle d'un catcheur. Mais les Rocky sont pas mal, les films de Rocky. Le 1 est magnifique, ils sont pas mal, mais bon. Le 2, le 3. Après, c'est toujours un peu la même recette. Eye of the Tiger. Comment on dit Eye of the Tiger en espagnol ? Mais pourquoi tu vas absolument parler espagnol ? Tu vas pas le faire traduire. Il n'est pas espagnol, il est argentin. Demande-le lui en argentin. C'est pas pareil l'argentin et l'espagnol. Mais c'est de l'espagnol. Mais c'est l'espagnol à la base. Putain, j'essaie de te défendre, Omar, merde. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bénédicte, imposez-vous, allez-y. Alors, oui, parce que je vais avoir du mal là, avec tous ces hommes. Alors, Gilles, venons-en à votre travail précisément. Vous nous avez expliqué un petit peu la genèse, et à votre transposition donc, de la vie de Chuck Wepner au plateau théâtre. Racontez-nous-en d'abord l'argument très rapidement, ce que vous avez gardé de tout ce que vous nous avez raconté, et puis ensuite évoquez-nous le processus d'écriture, alors avec Marion Stanton. Tout à fait. Et puis le dispositif scénographique. Alors, grosse question là. J'ai l'impression de passer un oral d'examen. C'est ça. Ah non, j'ai toujours rêvé d'être institutrice. En fait, on a tenu à l'écrire avec Marion tous les deux, c'est parce que moi j'avais envie d'avoir un point de vue de femme sur la boxe. Un point de vue de femme jeune aussi, parce que ça permettait comme ça... Je me méfie un peu des spectacles générationnels, quoi. J'aime bien un petit peu ce transgénérationnel, je trouvais que c'était intéressant. Et donc on est parti avec Marion sur une coécriture qui est une coécriture bien segmentée. C'est-à-dire moi je lui dis, moi je m'occupe de toutes les scènes de boxe, d'entraînement, faire parler l'entraîneur, l'arbitre, enfin tout ce qui est un peu technique, tout ce qui est dramaturgie de la boxe. Et Marion a travaillé sur la boxing card girl, qui est le cliché de la fille qui arrive en maillot de bain et qui, vous savez qu'à un moment donné, il y en a une par round. Chaque round, il y en a une nouvelle qui passe pour agrémenter le spectacle, comme si ça servait à quelque chose. Et en fait, cette fille, on en a fait un peu on a fait un petit peu de la muse de la boxe. C'est-à-dire cette fille, au lieu d'être juste la parade du féminisme cliché et macho, c'est devenue celle qui connaît la boxe. Celle qui est sa lecture de la boxe, une lecture au-delà du simple pari, est-ce que c'est le plus fort, est-ce que c'est le plus lourd, est-ce que c'est celui qui rapportera le plus. Et donc elle amène une lecture contrapuntique au combat qui peut être des fois un peu juste brutal. Parce qu'on a quand même des vrais boxeurs sur scène. Il y a des vrais combats de boxe. Alors au cinéma, c'est pas compliqué de truquer. Sur scène, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé. On a des vrais boxeurs. Ça s'allume bien des fois. Omar déteste perdre. Il déteste perdre. on sent le sportif. Donc voilà. Donc avec Marion, on s'est réparti ça. Du fait du travail qu'on a voulu faire, finalement, le spectacle est sur une double dramaturgie, en fait. Il y a à la fois l'histoire un peu anecdotique, comme ça, de Chuck, qui est rencontré par son entraîneur, qui arrive à le convaincre. Mais je pense qu'il a été très vite convaincu à l'époque, même si Stallone en a fait tout un pataquès là-dessus, de l'entraîner, de le faire combattre Ali. Et puis après, il y a eu tout ce travail de l'entraîneur qui veut lui apprendre la boxe autrement qu'il le faisait. Parce que Chuck Wepner, qu'on appelait The Bayonne's Bleeder, le seigneur de Bayonne,
puisque Bayonne, c'est la banlieue de New York. Ah c'est bon, la ville. j'allais dire on revient au rugby, c'est Voilà. pas possible. Non, vous non, non, mélangez, Non, là. on revient pas au jambon. Eh ouais, il s'appelait, donc c'était le seigneur de Bayonne, mais seigneur du verbe saigner, hein, pas le grand seigneur. D'accord. Parce que ce type s'était fait tellement défoncer la gueule pendant sa carrière qu'il saignait tout le temps. Il avait 172 points de suture sur le visage. Et donc voilà, donc son entraîneur, on rentre dans des choses qui sont un petit peu techniques comme ça. Il dit, te fais pas toucher. Et comme on a des vrais boxeurs, on parle la boxe. En fait, c'est quelque chose qui est visuel. On le parle tout en le montrant. Il l'a bien conservé, Stallone, le côté toujours ensanglanté. Hein. Ah ouais, non, mais il a même abusé là-dessus. Là. Il en prend, si un boxeur en prend la moitié de ce que prend Stallone dans un film, il est mort, quoi. Il est mort. Mais il se relève à Donc, la voilà. fin. Il remonte tout. Et donc, alors, on a des personnages féminins quand même qui traversent l'histoire. Il y a la mère de Chuck. On a des flashbacks sur sa mère qui s'aperçoit que son fils se bat à l'école tout le temps parce qu'il est plus grand que les autres. Donc, dès qu'il se défend, même s'il se défend, il assomme tout le monde parce qu'il est doué quand même. Quand on est boxeur, on le sait très vite. Mathieu, t'es pas boxeur, ça se voit tout de suite. Tu vois. Lui, c'est boxer. Il faut se méfier. Hein. Non, mais je veux dire, on a quand même prédisposition physique, quoi, tu vois. Non, moi je suis numéro 10, je suis un peu comme Romain Tamac. Ouais, c'est ça. Il fait du patinage artistique pour les youtubeurs qui nous regardent. Donc voilà. Et donc sur scène, pour parler un peu scénographie, on a un vrai ring de boxe. On a encore une fois, on travaille avec le Round Club de Pibrac. Donc c'est Joseph Fajardo qui est son créateur, qui m'a amené tout ce qu'il me fallait pour le décor. J'ai des sacs de boxe, des sacs de frappe, j'ai des boxeurs figurants et puis des vrais. Hein, ils font pas semblant. Voilà. bien. Et il y a aussi de la musique parce que j'ai pas pu m'en empêcher de composer un air pour Omar. Parce que quand on a quand même un boxeur, acteur qui sait chanter, on peut pas ne pas le faire chanter, c'est pas possible. Voilà. Mathieu, ça va être au tour d'Omar Hassan un peu de parler. Oui, Omar. Donc je m'adresse à vous, Omar, alias Chuck. Donc comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle et est-ce que vous vous êtes servi de votre expérience d'ancien sportif de haut niveau pour appréhender la psychologie du personnage que vous interprétez? Oui, déjà, et quand Gilles parlait de toute cette histoire, et que c'est vrai qu'en faisant les contes d'Hoffmann, je mettais un bonnet et me dit mais t'as la gueule de Rocky. Mais bon, je pars toujours dans ces histoires et je les fais plein de confiance parce que j'aime bien ce qu'il fait Gilles. Toujours il est pas sur des choses classiques et j'aime bien ça aussi, c'est important aussi quand on aborde n'importe quel sujet. Et donc pour moi, cette histoire de Rocky, je voulais pas être influencé, Chuck, on dit Rocky, mais c'est Chuck, la création de Gilles et Marion. Et donc je n'ai pas regardé les films ni rien qui était autour, sauf des combats réels et des infos qui pour moi étaient importantes. Et pour vraiment créer un univers particulier, propre à cette histoire. Et voilà, c'est vrai que Chuck, c'était pas un mec qui parlait beaucoup, mais quand même, il savait s'imposer dans sa vie. Et moi je trouve qu'il y a des passages importants avec la mère, avec tout ce qu'elle dit, cet amour pour cet enfant. Qui s'est bagarré de temps en temps, mais aussi montrer aussi que Chuck Webner, encore une fois, avec ce dernier film des Outsiders, on le montre toujours comme le mec qui n'a jamais gagné, et je pense que, contrairement, c'était un boxeur important, mais peut-être qu'il n'a pas eu les étoiles comme a eu Cassius Clay, alias Muhammad Ali. Voilà, et donc c'est ça, trouver quelque chose dans les personnages, l'humain, finalement, c'est ça. Bon, bien sûr, dans ce spectacle, on voit, il y a des moments qui sont sympas. Bon, il y a l'entraînement, la boxe, ma relation aussi. Est-ce qu'il vous a fait monter les marches de l'église de Pibrac, Gilles Et à un Rabat? moment donné, j'ai pensé, mais bon, on ne voulait pas rentrer dans ces clichés. mais c'est vrai que souvent, j'ai pensé, j'ai dit, pourquoi pas, on ne veut pas. Gilles Hassel, j'imagine très bien, dans le petit village. Très Il bien. faut savoir que Chuck Webner, quand même, il avait autant de KO à son actif que Mohamed Ali au moment du combat. Hein. D'ailleurs, quand on voit les images de l'époque du combat, il donne vraiment du fil à retordre à Mohamed Ali. Ah, mais grave. D'ailleurs, il Mais grave. le met au tapis au 9e round. Oui, tout à fait. Alors Mohamed Ali, je ne supporte pas ce type. Je
supporte pas ce type depuis que j'ai travaillé sur ce spectacle. Ce mec, il a tout le temps insulté ses adversaires. C'était comment on en a fait un sportif aussi mythique. Je trouve que c'est très bizarre. C'est très bizarre la manipulation de ce mec qui est bien tombé. Politiquement, il a bien navigué. Il a refusé d'aller se battre au Vietnam, bravo. Mais tout d'un coup, c'est devenu le type inattaquable. On ne pouvait plus l'attaquer. On n'avait pas le droit d'attaquer Mohamed Ali. Ça ressemble exactement à la période qu'on vit aujourd'hui où certaines personnes, on ne peut pas dire du mal d'eux. On n'a pas le droit. Et lui, c'était le cas. Il faut savoir quand même on a payé Sonny Liston pour qu'il se couche devant lui lorsqu'il est devenu champion du monde. On le sait. Donc ce spectacle, c'est un peu une réhabilitation aussi de Chuck. Oui, finalement. et puis de dire, c'est pas parce qu'on est devenu le type célèbre, le grand boxeur, qu'il n'y avait que ce type qui existait. Mais dans la musique, c'est pareil. Cite-moi plus de 5 compositeurs du 19e siècle français. Tu peux pas. Une fois que tu as dit Berlioz, tu as dit qui, tu ne sais plus, voilà. Donc il y a les compositeurs officiels que l'histoire a façonné dans le modèle d'étatique, et puis ces mecs-là, on les garde dans l'histoire. Voilà. C'est valable presque dans tous les domaines, la médecine, etc. Il y a ceux qui savaient communiquer, qui récupéraient un petit peu C'est ça. Et Chuck, c'est ça. C'est un vrai boxeur de l'époque. Et Et c'est génial d'ailleurs qu'on ait ces moments de gloire pour ce type qui redevient. C'est un peu comme dans le film Amadeus où on essaie de montrer sa relation avec l'autre compositeur, Bénédicte, qui était. Salieri. Bravo. Oh c'est loin l'histoire, l'époque de Question pour un champion. Ça c'est pas gentil, ça, Gérald. Que je l'aime ce jeu. Bon, pour les auditeurs, j'ai fait Question pour un champion il y a quelques années, je suis obligée de le dire, sinon vous n'allez pas gagné comprendre. d'ailleurs. Non, j'avais pas gagné, j'étais arrivée presque, mais non. Ah ouais. Non. Ça vient avancer quand Vous même. n'avez pas gagné la biographie de Salieri, par contre. Un petit dictionnaire Larousse. Très bien. Alors très rapidement parce très rapidement le reste de la distribution. Alors, quand le même reste de la pour les distribution. citer. Donc Omar Hassan, Chuck. Oui. Voilà. Mathilde Ramad. Oui. Ma fille, je le dis tout de suite, je ne l'ai pas auditionné, je l'aime beaucoup, donc mon je l'ai enfant. engagé. Ce népotisme dans cette Oui, mais compagnie. ça fait partie de notre vie, je l'assume complètement. Voilà. Donc il joue la mère de Chuck. Ah bon ? Oui. Quand j'ai dit, exactement quand j'ai dit tu vas jouer la mère de Chuck, elle m'a dit ah bon. Voilà, parce qu'elle fait la mère de Chuck lorsque Chuck était petit. Ah d'accord, bon, je comprends mieux. Et ensuite elle fait aussi la boxing card girl, voilà. Qui passe avec donc. Voilà. Ensuite il y a Johan Nicole qui joue le rôle de l'entraîneur, Al Braverman, qui joue l'entraîneur de Chuck. Et ensuite il y a Jean-Luc Nemours qui joue Don King. Alors Jean-Luc Nemours. Don King Pibraquois. Pourquoi ? Non, je sais pas. Non, il n'est pas de Pibrac du tout. Il n'est pas de Pibrac, non. Je crois qu'il est Plaisance du Touche. Le Don King de Plaisance du Touche. Voilà. Mais c'est mieux Plaisance du Touche pour la boxe. Oui, c'est exactement. Voilà, exactement. Et donc Jean-Luc est aussi un chanteur de rock qui fait un Don King rocker. Voilà, c'est une sorte d'Elvis Don King. Ensuite, on a sur le plateau tout un tas de figurants boxeurs. On a donc José Fajardo qui est l'entraîneur emblématique du Round Club de Pibrac. On a Karl, je ne sais pas le nom, par contre je l'appelle toujours Karl et Jérémy, qui sont 2 boxeurs incroyables. Et là, franchement, on a des beaux corps sur le plateau. On a des corbeaux sur le plateau. Vraiment. Trouvez les arguments pour me faire venir. Et donc, voilà. Il y a aussi Eva, qui est une boxeuse, parce que je trouvais que c'était bien qu'on montre que la boxe n'est pas que l'apanage masculin. Voilà, ça c'est l'influence de Marion. Marion me dit il faut une fille aussi. Bon alors, mais une fille, d'accord. Très bien, oui, on recite donc l'autrice, parce que nous on dit autrice. On dit autrice ? Avec vous, pour nous, oui. Ouais, moi je dis auteur. Auteureux au moins, avec auteur. Oui, ça faut prendre de la hauteur, oui. Ça se discute. On est très très en retard, donc on va être obligé, de. On peut pas faire un extrait du spectacle parce qu'on avait prévu un petit combat. Ah non. Après l'émission entre nous. Donc on rappelle que Chuck se joue au théâtre musical de Pibrac demain soir, vendredi et samedi soir à 20h30. C'est ça, 28 et 29 février. C'est ça, allez-y. Merci Gilles et Omar. On poursuit cette audition libre. Merci. Avec vous, Régis Darro, et votre coup de cœur. Un peu biologique cette semaine, puisqu'il porte sur cellules gémellaires de et avec Nicolas Lenné à la CAFPO. Voilà, il faut meubler un peu parce qu'il est encore en train d'arranger. Voilà, bien vu. Tout à fait, oui, Mathieu. Cette semaine, le jeune comédien Nicolas Lenné investit la Cave Poésie avec un spectacle qui lui tient particulièrement à cœur, puisqu'en 2017, formé au Théâtre de la Cité, il avait déjà imaginé cette adaptation du roman Les Météores de Michel Tournier. Alors à l'époque, Nicolas le présentait comme un projet personnel au sein de l'atelier. Il avait envie de travailler
sur un matériau qui n'était pas du théâtre pour en faire justement une adaptation accomplie. Depuis, le jeune comédien a multiplié les expériences au plateau. Nous avons pu le voir notamment dans Prince le Petit d'Henri Bronstein ou dans L'éveil du printemps, dernièrement mise en scène par Sébastien Bournac. Mais c'est fort de toutes ces expériences enrichissantes qu'il y a 9 mois, il a eu envie de se réapproprier véritablement ce projet. Aujourd'hui, il propose cette version de Cellules Gemellaires au public de la CAFPO et ça donne un solo plein d'humour, plein de tendresse et de poésie aussi, où se mêlent fiction et autofiction. C'est parfois inquiétant, souvent très touchant et particulièrement percutant. On écoute un extrait. Nous avons toujours formé, Jean et moi, une cellule autonome. Et certes, cette cellule était plongée dans ce monde que nous appelons sans pareil, puisqu'il est peuplé d'individus nés solitaires. Mais cette cellule était close, hermétique, comme une ampoule scellée, si vous voulez. Donc vous l'aurez compris, Jean et Paul forment un couple fraternel très uni. Cette cellule gémellaire enferme le bonheur des premières années de vie des deux hommes. Mais désormais seul dans sa maison d'enfance, les souvenirs reviennent à l'esprit de Paul et sont parfumés de sentiments contraires. Le jeune homme nous livre le récit rétrospectif d'une vie atypique, hors norme et monstrueuse, dit-il lui-même. Alors il faut savoir que le comédien a travaillé sur un roman qui compte plus de 600 pages pour finalement n'en garder qu'une infime partie. Il a dû effacer des personnages, bien sûr, donner davantage de consistance à d'autres, s'appuyer sur sa propre expérience gémellaire tout en gardant une distance marquée et assumée avec le propos. Et Nicolas Lenné a choisi de recentrer son récit autour du personnage de Paul. Voilà. C'est à travers lui qu'il déroule ce fil fragile qui relie ces deux hommes malgré eux. Bien sûr, vous le découvrirez en allant voir ce travail à la Cave Poésie, mais le texte questionne au-delà du simple rapport gémellaire et il soulève des réflexions très universelles. Nicolas Lenné revient pour nous sur l'essence même de ce texte. Pour moi, le message central, c'est se questionner sur les questions d'attachement, finalement, avec la famille fraternelle, notamment. Qu'est-ce qui nous aide et qu'est-ce qui nous empêche ? Et puis trouver sa nécessité aussi d'émancipation, comment on arrive à combattre la solitude à un moment, et finalement grandir de ça. C'est toute la question de la dépendance, je crois, et de la liberté individuelle. Et puis, alors pourquoi aussi ce roman ? C'est que j'avais envie de dire des choses qui traitent de la gémellité que je ne pense pas forcément. C'était important pour moi aussi d'amener des choses qui n'étaient pas de moi. Cellule gémellaire avec Nicolas Lenné, d'après le roman Les Météores de Michel Tournier, c'est jusqu'à samedi soir à la Cave Poésie, rue du Thor à Toulouse. C'est très beau, très singulier, une création à fleur de peau, en perpétuelle évolution et très justement interprétée. Le spectacle est proposé à 21h et il reste encore quelques places, alors n'hésitez plus. D'accord, merci beaucoup. J'ai des jumeaux, moi, pas mal dans ma famille. Ben voilà, Pour moi, ce spectacle. Le spectacle à voir. Très bien. Eh bien, on va finir avec Anna et son agenda. Exactement. Alors, éclectique, vous disiez. Oui, parce que j'ai choisi 3 disciplines différentes pour le coup. Alors d'abord, on a la première ce soir de l'Élixir d'amour au Théâtre du Capitole, qui est un opéra comique de Gaetano Donizetti, qui est ici en plus interprété par un casting qui respire vraiment la jeunesse. Ça fait plaisir pour un opéra. Il y a notamment la jeune... c'est pas souvent, c'est vrai, là ils ont vraiment tous 30 ans. Monsieur et Madame Soula vont apprécier. Il y a notamment donc la jeune soprano Vanina Santoni qui interprète la belle Adina dans une première distribution, ou encore le ténor Kevin Amiel, qu'on connaît, qui est de Toulouse, qui est nommé aux Victoires Classiques, qui lui jouera Nemorino, ce garçon plutôt pauvre et vu un peu comme l'idiot du village. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'histoire va se gâter et devenir très drôle, parce que lui qui pensait être en train de boire un élixir d'amour, le liquide va s'avérer n'être rien d'autre qu'une bonne bouteille de Bordeaux. Alors, bien sûr, après un litre de vin à lui tout seul, je vous laisse imaginer son état. Un opéra donc qui donne à rire et où pour une fois personne ne meurt à la fin, à retrouver à partir de ce soir et jusqu'au 6 mars, jusqu'à la semaine prochaine, au Théâtre du Capitole. On continue avec de la danse maintenant, avec la 6e édition des Nuits Bleues, portée par l'usine de Tournefeuille. Cette année, la direction artistique est confiée à la compagnie marseillaise Ex Nihilo et ils ont décidé de s'entourer pour l'occasion d'une 40aine de danseurs et de musiciens du Conservatoire de Toulouse. Et cette fois-ci, ils vont mettre à l'honneur l'intime et le monumental en investissant tout simplement les grands volumes de la Halle de la Machine et surtout en dansant autour des gigantesques machines de François de la Rosière.
Un spectacle qui s'annonce particulièrement impressionnant et qui en plus se clôturera comme à chaque fois par des DJ pour bien finir la soirée. Les Nuits Bleues, ce sera donc demain vendredi à la Halle de la Machine à partir de 20h30. Et je termine pour cette semaine avec une pièce de théâtre, bien sûr, j'allais pas oublier le théâtre, qui est actuellement joué au Théâtre du Pavé. C'est Orphelin de la compagnie Changer d'Ampoule. Alors vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être vu car ils étaient déjà venus au Théâtre de Poche il y a quelque temps. C'est un texte de Dennis Kelly qui raconte une histoire palpitante aux allures de thriller. Alors sur scène, on se retrouve en fait en plein cœur d'un moment de crise. Liam va interrompre brusquement le dîner en tête-à-tête de sa sœur avec un t-shirt rempli de sang sur son dos. Et en plus, les explications vont s'enchaîner et plus les explications vont s'enchaîner, plus elles vont sembler totalement incohérente. Donc un récit qui, vous allez voir, interroge sur notre société et ses ambivalences et qui donne à réfléchir, à retrouver à partir de ce soir jeudi et jusqu'à samedi au Théâtre du Pavé à 20h30. Bah c'est parfait ça, Anna, très bien. En plus Voilà. vous avez été interrompue par les bêtises de Mathieu Arnal, donc vous en êtes très bien sorti, bravo. Bon, il nous reste une minute, c'est Omar Hassan qui va nous chanter quelque chose. Non, je plaisante. Vous n'êtes pas obligé, comme vous le sentez. Tu veux chanter quelque chose, Omar? Il est super. Fais un tango. On a Un petit extrait, allez, 20 secondes. Un petit extrait de... Oui, A c'est cappella, comme ça. a De toute cappella. façon, Ouais, Francky Guéret va nous couper de toute façon. Ok, donc Volver. Volver, Ah, el Gardel. très bien. Oui. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuya es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, etc. Bravo, merci. Bravo. Et voilà, merci, à la semaine prochaine. C'est un joli cadeau que vous nous avez fait. C'est belle note. Par contre, si Quatre bourres de cuir. par contre, si le public veut entendre vraiment tous les compos magnifiques qu'a fait Gilles Ramon pour ce spectacle Chuck, mais venez le 28-29 février au Théâtre musical de Pibrac. 20h30. 20h30. Merci, à la semaine prochaine. Bye.